Mon père et ma belle-mère ont dit froidement, « Prends tes affaires et pars, tu n'es pas notre fils », après des années à m'utiliser comme serviteur. Mon nom est Rohan Joel, je sais, ça sonne bizarre, mais c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Bref, je ne sais pas comment commencer à raconter cette histoire, mais je suppose qu'il vaut mieux commencer par le début. Je suis adopté, c'est la première chose que vous devez savoir. Mon père, Felipe, était marié auparavant à une autre femme, une qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne sais pas grand-chose sur elle car personne n'en parlait à la maison, mais une fois, quand j'étais petit, j'ai entendu mon père dire à un ami qu'ils avaient tout essayé pour avoir un bébé, et que rien n'avait fonctionné. Après des années d'attente, ils ont décidé de m'adopter. J'étais un nouveau-né quand je suis entré dans leur vie. Felipe et cette première femme m'ont ramené à la maison avec l'idée de fonder une famille, d'être parents comme n'importe quel autre couple. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle l'a quitté. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me l'ont jamais expliqué. Je sais seulement qu'un jour elle est partie, et mon père s'est retrouvé seul avec moi, un jeune homme avec un fils adoptif qu'il n'avait pas prévu d'élever seul. C'est là qu'Andrea, ma belle-mère, entre en scène. Elle est entrée dans la vie de mon père quelques années plus tard. J'étais petit quand je l'ai rencontrée, et dès le premier instant, j'ai su qu'elle ne m'aimait pas. Je ne sais pas si c'était parce que je n'étais pas son fils biologique, ou parce que ça la dérangeait que je sois un rappel de cette autre femme qui avait été avec Felipe avant elle, mais ses yeux me regardaient toujours avec mépris. Au début, mon père avait une certaine affection pour moi. Ce n'était pas une énorme affection, plutôt comme celle que l'on a pour un chiot que l'on ramasse dans la rue parce qu'on a pitié de lui. Il m'achetait des vêtements d'occasion, m'emmenait au parc, me disait parfois, bon garçon si je faisais quelque chose de bien. Mais cette petite affection a commencé à s'estomper quand Andrea et lui ont commencé à avoir leurs propres enfants. D'abord, Diego est né, mon premier demi-frère. C'était un jour d'hiver, je crois que j'avais 5 ans. Je me souviens que mon père est rentré à la maison avec un énorme sourire, chose qu'il ne faisait presque jamais, et a dit, c'est un garçon. Andrea était encore à l'hôpital, et je suis resté chez une voisine pendant qu'il faisait la fête. Quand ils l'ont ramené à la maison avec Diego dans les bras, tout a changé. Andrea a commencé à me traiter plus mal, comme si j'étais une gêne désormais superflue. Mon père a cessé de me prêter attention, occupé avec le nouveau bébé. 2 ans plus tard, Jimena est arrivée, une fillette aux cheveux noirs qui pleurait tout le temps. Et puis, quand j'avais 9 ans, Esteban est né, le plus jeune des 3. À chaque nouvel enfant, je devenais plus invisible. Andrea disait toujours à Diego, Jimena et Esteban que je n'étais pas leur vrai frère, il est adopté, il ne fait pas partie de la famille, répétait-elle quand elle pensait que je ne l'écoutais pas. Mais je l'écoutais toujours. Je me cachais derrière les portes où je restais immobile dans le couloir, entendant comment elle leur remplissait la tête avec ces mots. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, il n'est pas comme nous, disait-elle, et il la croyait. Diego, qui était l'aîné après moi, a commencé à me regarder avec dégoût dès qu'il a été assez grand pour comprendre ce que sa mère disait. Jimena, qui était plus calme, m'ignorait comme si je n'existais pas. Et Esteban, le plus jeune, a appris à se moquer de moi, à me railler avec ce petit rire qu'il copiait d'Andrea. Je voulais qu'il m'aime. Je sais que ça sonne pathétique maintenant que j'y pense, mes enfants, je voulais juste qu'ils me voient comme l'un des leurs. J'essayais d'être gentil, d'aider à la maison, de ne pas faire de bêtises. Je faisais la vaisselle même quand ce n'était pas mon tour, je ramassais les ordures dans la cour, je faisais des courses pour Andrea même si elle ne me disait jamais merci. Mais rien n'était suffisant. Elle m'envoyait faire les corvées que les autres ne faisaient pas. Joël, nettoie la salle de bain, disait-elle pendant que Diego jouait aux jeux vidéo dans le salon et que Jimena se peignait les ongles dans sa chambre. Esteban, qui était un enfant gâté, me regardait et riait. Mon père ne disait rien. Parfois je le regardais, espérant qu'il me défende, qu'il dise « Laisse-le tranquille, Andrea, c'est mon fils aussi ». Mais il ne l'a jamais fait. Je pense qu'avec le temps, il s'est lassé d'essayer, si jamais il a vraiment essayé. Quand j'ai eu 17 ans, les choses sont devenues plus difficiles. Un après-midi, Andrea m'a appelé dans la cuisine. Je faisais mes devoirs dans ma chambre ou ce qu'ils appelaient ma chambre, qui ressemblait plus à un coin avec un vieux lit et une lampe cassée. Je me suis tenu devant elle, et elle m'a dit, de cette voix dure qu'elle utilisait toujours avec moi, « Tu ne vas pas vivre ici gratuitement, Joël. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois travailler. » Mon père était assis dans le salon à lire le journal, et il n'a pas levé les yeux. Il a juste hoché la tête comme s'il était d'accord. « Oui, il est temps que tu contribues à quelque chose,
a-t-il dit sans me regarder. Je suis resté silencieux, avec une boule dans la gorge, mais je n'ai pas discuté. Je savais que je n'avais pas le choix. J'ai donc commencé à chercher un emploi. Ce n'était pas facile. Je n'avais aucune expérience, je n'avais pas encore terminé mes études secondaires, et tout ce que je savais faire, c'était suivre les ordres. Après une semaine à errer dans le quartier avec le soleil qui me brûlait la tête, j'ai trouvé un emploi dans une épicerie à quelques pâtés de maison de chez moi. Mon travail consistait à porter des cartons, balayer le sol, aider les clients à transporter leurs courses jusqu'à leur voiture. C'était épuisant. Je rentrais à la maison avec le dos endolori et les pieds enflés, mais je le faisais sans me plaindre. Je ne gagnais pas beaucoup, mais chaque semaine je donnais presque tout mon salaire à mes parents. Andrea le prenait avec une grimace, comme si ce n'était pas assez, et mon père disait juste « D'accord, garde-le là ». Il ne me demandait jamais comment j'allais, si j'aimais le travail, si j'avais besoin de quelque chose. Pour eux, j'étais une machine qui devait produire. Mais ce travail, même s'il était dur, m'a donné quelque chose que je n'attendais pas, un rêve. En portant des cartons et en nettoyant les étagères, j'ai commencé à imaginer une vie différente. Je rêvais de quitter cette maison, d'avoir de l'argent, d'être quelqu'un qui n'avait pas à mendier un peu d'affection. Je voulais leur montrer que je valais quelque chose, même s'ils ne le voyaient pas. J'ai donc commencé à économiser le peu qui me restait après leur avoir donné mon salaire. C'étaient des pièces de monnaie, des billets froissés que je gardais dans une vieille boîte de conserve sous mon lit. Avec ça, j'ai acheté un cahier dans un magasin d'occasion et j'ai commencé à écrire des idées. Au début, c'était des choses idiotes, vendre de la limonade dans la rue, réparer des vélos cassés, collecter des canettes pour le recyclage. Mais petit à petit, ces idées sont devenues plus sérieuses. À 19 ans, j'ai quitté l'épicerie et j'ai trouvé un emploi dans une quincaillerie. Là, j'ai appris de nouvelles choses. Ils m'ont appris à connaître les outils, à utiliser un tournevis, à mesurer du bois, à négocier avec les fournisseurs. Le propriétaire, un homme âgé nommé Don Carlos, s'est pris d'affection pour moi. « Tu as une bonne tête, Joël, disait-il. Ne passe pas ta vie à porter des choses pour les autres. » Ces mots sont restés gravés en moi. J'ai commencé à vendre des outils par moi-même, des petites choses que j'achetais à bas prix et que je revendais à un meilleur prix. Finalement, j'ai économisé assez pour acheter une vieille moto que j'avais vue dans une annonce. Je l'ai réparée avec ce que j'avais appris à la quincaillerie et je l'ai vendue pour le double. Puis j'en ai acheté une autre, et une autre. Ensuite, j'ai commencé avec des meubles d'occasion, des chaises cassées, des tables bancales, des choses que les gens jetaient, et je les réparais. Ce n'était pas facile. Je passais des nuits entières à poncer du bois, à changer des vis, à peindre. Mais j'aimais ça. Pour la première fois, j'avais l'impression de contrôler quelque chose dans ma vie. À 23 ans, j'avais déjà une petite entreprise à moi. J'étais passé des motos et des meubles aux appareils électroménagers d'occasion. J'achetais des machines à laver cassées, des réfrigérateurs qui ne refroidissaient pas, des télévisions avec des écrans rayés. Je les réparais et je les vendais. Je gagnais bien, bien plus que je n'aurais jamais imaginé quand j'étais ce gamin maigre qui portait des cartons dans l'épicerie. Mais à la maison, rien n'a changé. J'étais toujours l'adopté, celui qui ne faisait pas partie de la famille. Seulement maintenant, au lieu de simplement me mépriser, ils ont commencé à me demander des choses. Diego, qui avait déjà 18 ans, me demandait un nouveau téléphone portable tous les 6 mois, le mien est vieux, Joël, tu as de l'argent, disait-il. Jimena, qui était une fanatique de vêtements, me montrait des photos de robes chères et disait, achète-moi ça, ce n'est rien pour toi. Esteban, le plus jeune, voulait toujours de nouveaux jeux vidéo ou des consoles, allez, Joël, ne sois pas radin, disait-il avec ce rire qui me mettait les nerfs à vif. Andrea n'était pas en reste, la maison a besoin de réparation, disait-elle, le loyer a augmenté, l'électricité coûte cher, la nourriture ne suffit pas. Et mon père, Felipe, hochait simplement la tête et disait, c'est toi qui as l'argent maintenant, Joël. Aide la famille. Je leur donnais tout. Je payais le loyer de la maison, les factures d'électricité, d'eau et de gaz. Je leur achetais tout ce qu'ils demandaient, téléphone portable, vêtements, jeux. Je remplissais le garde-manger tous les mois. Je pensais que si je leur donnais ce qu'ils voulaient, ils commenceraient à m'aimer, qu'ils me verraient comme l'un des leurs. Comme j'étais stupide. Ils ne m'aimaient pas, ils voulaient mon argent. Mais j'étais tellement aveugle, tellement désespéré de faire partie de quelque chose, que je ne le voyais pas,
ou ne voulait pas le voir. Les années ont passé comme ça, moi travaillant comme un fou, développant mon entreprise, gagnant de plus en plus, pendant qu'il profitait de moi. Au moment où j'ai eu 28 ans, mon entreprise n'était plus petite. J'avais embauché 2 employés, des jeunes qui m'aidaient à réparer et à vendre. J'ai ouvert mon propre magasin au coin d'une rue, avec une enseigne qui disait « Appareils électroménagers Joël ». J'ai commencé à vendre des choses neuves aussi, pas seulement d'occasion, des machines à laver brillantes, des réfrigérateurs avec des garanties, des télévisions à écran plat. Je gagnais assez pour bien vivre, pour acheter ma propre maison si je l'avais voulu, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à vivre avec eux, à payer leurs dépenses, leur luxe, tout. Et ils ont continué à me traiter comme une ordure. Jusqu'à ce que ce dîner de Thanksgiving arrive. Je n'oublierai jamais ce jour-là. J'avais acheté une énorme dinde, des pommes de terre, des légumes, tout pour faire un bon dîner. Je voulais que ce soit spécial, que pour une nuit nous soyons une vraie famille. J'ai cuisiné avec l'aide d'une voisine car Andrea n'a pas levé le petit doigt. Nous avons mis la table, nous avons mangé, et pendant un instant, j'ai pensé que les choses allaient bien. Mais quand j'ai fini de débarrasser la vaisselle car, bien sûr, je faisais toujours le ménage pendant que tout le monde se reposait, tout s'est écroulé. Andrea a commencé, tu sais ce qu'elle a dit? Soudain, en élevant la voix pour que tout le monde puisse l'entendre, j'en ai assez de faire semblant. Joël ne fait pas partie de cette famille. Il est adopté, il ne mérite pas d'être ici. J'ai regardé mon père, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende pour une fois dans sa vie, mais non. Il a juste baissé le regard comme s'il ne voulait pas voir ce qui se passait. Diego a ri bruyamment, ouais, il a toujours été une nuisance, a-t-il dit en jouant avec sa fourchette. Jimena a hoché la tête, nous ne l'avons jamais voulu ici. C'est la vérité. Esteban, qui avait déjà 19 ans et qui était toujours un idiot, a ajouté, il devrait être reconnaissant qu'on l'ait laissé vivre avec nous aussi longtemps. J'ai gelé, avec la vaisselle à la main, sentant mon cœur se serrer. Puis Andrea a de nouveau élevé la voix, voyons voir, qui vote pour que Joël quitte la maison. Tout le monde a levé la main, Diego avec un sourire, Jimena sans hésiter, Esteban en riant. Et mon père, Felipe, a levé la main lui aussi, bien que plus lentement, comme si pendant une seconde il avait pensé à ne pas le faire. C'était comme si on m'arrachait l'air de la poitrine. Mes mains tremblaient, mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas parler. Andrea a souri avec satisfaction. Mon père s'est levé, a marché vers moi et m'a regardé dans les yeux pour la première fois depuis des années. Tu ferais mieux de prendre tes affaires et de partir, Juan Joël, a-t-il dit. Tu n'es pas notre fils. Tu es juste adopté, rien de plus. Ces mots m'ont frappé comme un marteau. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, chaudes et lourdes, mais je ne les ai pas essuyées. Je ne voulais pas leur donner le plaisir de me voir plus faible que je ne me sentais déjà. Je suis resté là, à pleurer en silence, pendant qu'ils me regardaient comme si j'étais un chien qu'ils venaient de mettre à la porte. Au bout d'un moment, je suis monté dans ma chambre, j'ai pris une vieille valise et j'ai emballé mes affaires, mes vêtements, mon ordinateur portable. Quand je suis sorti par la porte, mon père m'a rattrapé. N'oublie pas de nous envoyer l'argent pour nos dépenses rapidement, a-t-il dit, de cette voix calme qu'il utilisait quand il me demandait de l'argent. Je l'ai regardé, j'ai souri amèrement, mais je n'ai rien dit. Je suis juste parti. Ce fut la dernière fois que j'ai mis les pieds dans cette maison. Je ne leur donnerai plus un seul centime. Quand j'ai quitté cette maison avec ma valise à la main, j'ai ressenti un vide que je ne peux pas expliquer. C'était comme si on m'avait arraché quelque chose de la poitrine, mais en même temps, pour la première fois depuis des années, je respirais de l'air frais. La nuit était froide, le ciel sombre et les rues du quartier étaient silencieuses. Je marchais sans but, je voulais juste m'éloigner le plus possible d'eux, de mon père Felipe, d'Andrea, de Diego, Jimena et Esteban. Leurs visages, leurs rires, leurs mains levées votant pour me chasser, tout cela se rejouait dans ma tête comme un film que je ne pouvais pas éteindre. Mais il y avait aussi cette dernière phrase de mon père, n'oublie pas de nous envoyer l'argent. J'avais encore envie de rire, un rire amer, car même à ce moment-là, tout ce qui les intéressait, c'était mon argent. Je n'avais nulle part où aller, c'était la première chose que je devais résoudre. J'avais un peu d'argent liquide dans ma poche, quelques billets que je gardais toujours au cas où, et mon compte bancaire avait des économies décentes grâce à l'entreprise, mais je n'avais pas de plan. Pendant des années, tout mon monde avait tourné autour de cette maison, autour du fait de les rendre heureux, de payer leurs factures. Maintenant qu'ils m'avaient mis à la porte,
c'était comme s'il m'avait largué au milieu de l'océan sans carte. Je me suis assis sur un banc dans un parc à quelques pâtés de maison de la maison, avec ma valise à côté de moi, et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire maintenant, où j'allais aller. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de trouver un hôtel bon marché. Je ne voulais pas dépenser beaucoup car même si j'avais de l'argent, je ne savais pas combien de temps il me faudrait pour m'organiser. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un motel simple à quelques rues du centre-ville. Ce n'était pas grand-chose, un lit, une petite salle de bain et une télévision, mais c'était un toit, et c'était suffisant pour cette nuit-là. J'ai payé pour 2 jours, j'ai laissé ma valise dans la chambre et je me suis jeté sur le lit, fixant le plafond taché. Je n'ai pas beaucoup dormi. Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je me sentais seul, mais aussi libre. C'était un mélange étrange, comme si j'étais triste et soulagé en même temps. Le lendemain, la première chose que j'ai faite a été de chercher un petit appartement où vivre désormais. J'en ai trouvé un qui était parfait pour moi, et j'y ai donc emménagé immédiatement. Cette première nuit dans mon nouveau logement a été étrange. Il n'y avait pas de bruit de Diego jouant aux jeux vidéo, ni d'Andrea qui me criait de faire quelque chose, ni d'Esteban qui se moquait de moi, juste du silence. Je me suis assis sur le lit en regardant les murs vides, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment souri. Ce n'était pas un énorme sourire, mais c'était le mien. J'étais seul, oui, mais j'étais aussi en paix, et ça valait plus que je ne pouvais l'expliquer. Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai commencé à travailler sur mon entreprise comme jamais auparavant. Maintenant que je n'avais plus à donner tout mon argent à cette famille, je pouvais investir dans ce qui comptait vraiment, la croissance. Je suis allé chez Appareils électroménagers Joël et j'ai parlé à mes 2 employés, Luis et Marcos. Je leur ai dit que nous allions agrandir l'entreprise. Nous allons acheter plus de choses neuves, pas seulement d'occasion, ai-je expliqué, et je veux que nous commencions à offrir un service de réparation à domicile. Ils ont hoché la tête avec enthousiasme et m'ont aidé à élaborer un plan. J'ai acheté plus de machines à laver, de réfrigérateurs et de télévisions à un distributeur que je connaissais, et j'ai affiché des annonces dans le quartier proposant des réparations. En une semaine, le magasin était plus occupé que jamais, et les clients ont commencé à affluer. Le travail me tenait occupé, et c'était bien. Je ne voulais pas trop penser à ce qui s'était passé au dîner de Thanksgiving, mais parfois, quand j'étais seul dans mon appartement le soir, les images revenaient, Andrea disant que je ne méritais pas d'être là, Diego riant, mon père levant la main. Ça faisait mal, je ne vais pas mentir. J'avais passé des années à tout leur donner, pensant qu'un jour ils m'accepteraient, et à la fin, ils m'ont jeté comme une ordure. Mais chaque fois que je ressentais cette douleur, je me rappelais, je ne leur dois plus rien. Et ça m'a aidé à aller de l'avant. J'ai commencé à me faire de nouveaux amis, car je me sentais seul et je voulais être avec quelqu'un qui m'aimait. J'ai donc rencontré Javier, un client qui était devenu mon ami, Carla, une fille joyeuse qui travaillait dans un magasin de vêtements, et Miguel, un mécanicien qui avait toujours une blague prête. Nous parlions de tout et de rien, du travail, des mauvais films, de la façon dont Miguel avait cassé une moto en essayant de la réparer. Personne ne me posait de questions sur ma famille, personne ne me demandait d'argent. Ils étaient là parce qu'ils voulaient l'être, et ça m'a frappé. Avec le temps, ces 3-là, Javier, Carla et Miguel, sont devenus mon refuge. Nous avons commencé à sortir plus souvent, pour prendre un café, pour regarder des matchs de foot au bar, pour nous promener dans le parc le dimanche. Carla m'a appris à cuisiner autre chose que du riz et des œufs, et Miguel m'a aidé à peindre les murs de mon appartement. Javier était toujours là avec une idée folle ou une blague pour me faire rire. Ils étaient mes amis, mais pour moi, ils étaient plus que ça, ils étaient la famille que je n'avais jamais eue. Ils ne me regardaient pas comme adopté, ils ne me demandaient rien, ils m'aimaient pour qui j'étais. Et ça m'a sauvé. Alors que ma vie commençait à prendre forme, Felipe, Andrea et mes demi-frères et sœurs étaient toujours dans ma tête, mais de moins en moins. J'avais décidé de ne plus leur donner un seul centime, et je tenais parole. Je ne les appelais pas, je ne leur écrivais pas, je ne leur envoyais rien. Je me suis dit qu'ils se débrouilleraient seuls, comme ils disaient toujours pouvoir le faire. Mais voilà, environ 3 semaines après mon départ, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai répondu par curiosité. C'était Andrea. « Joël, où es-tu » a-t-elle dit, de cette voix qui donnait toujours l'impression qu'elle me réprimandait. « Nous n'avons pas eu de tes nouvelles, et les factures sont en retard. Le loyer ne se paie pas tout seul. » Je suis resté silencieux une seconde,
sentant la rage monter dans ma gorge. Sérieusement? Après m'avoir mis à la porte, la première chose qu'il faisait était de me demander de l'argent. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, je ne vais rien vous donner, Andrea. C'est fini. Elle a ri, un rire sec et laid. Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tu peux nous abandonner comme ça? Tu es ingrat, je l'ai toujours su. Je n'ai pas répondu. J'ai raccroché le téléphone et bloqué le numéro. Je pensais que ce serait tout, mais non. Quelques jours plus tard, Diego m'a envoyé un message sur WhatsApp, et Joël, on a besoin d'argent pour l'électricité. Envoie-nous quelque chose, ne sois pas égoïste. Je l'ai lu et je l'ai supprimé sans répondre. Puis ce fut Jimena, avec un long message disant qu'Internet avait été coupé et que c'était de ma faute si je n'aidais pas. J'ai bloqué son numéro aussi. Esteban n'a pas pris la peine d'écrire, mais je supposais qu'il était tout aussi en colère. Et mon père, eh bien, il n'a rien dit. Il avait toujours été comme ça, laissant les autres parler pour lui. Au début, je me suis senti mal. Une partie de moi voulait encore les aider, car pendant des années, c'est ce que j'ai fait, prendre soin d'eux, les soutenir. Mais chaque fois que j'hésitais, je me souvenais de ce dîner, je me souvenais de leurs mains levées, de leur rire, des paroles de mon père, et ça passait. Ils ne méritaient rien de moi. Ils m'avaient utilisé, humilié, mis à la porte. Qu'ils se débrouillent. Un mois après mon départ, les choses sont devenues sérieuses. J'étais au magasin en train de vérifier des factures quand j'ai vu Felipe entrer par la porte. Il avait l'air plus mince, avec des cernes sous les yeux, et ses vêtements étaient froissés. Il s'est tenu devant moi, nerveux, et a dit, « Joël, on doit parler. » Je l'ai regardé sans me lever de ma chaise et j'ai dit, « Parle alors. » Il s'est raclé la gorge et a commencé, « On est mal en point, mon fils. On ne peut pas payer le loyer, ils vont nous expulser. L'électricité a été coupée il y a des jours, on a besoin de ton aide. » Je l'ai regardé fixement, ressentant un mélange de colère et de satisfaction. « Mon fils, ai-je dit, presque en riant. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas ton fils, tu te souviens? Tu l'as bien précisé. » Il a baissé le regard, comme il le faisait toujours quand il ne savait pas quoi dire. « C'était une erreur, Joël. On était en colère, mais tu fais partie de la famille. Aide-nous, s'il te plaît. » Entendre cela m'a donné envie de crier. Faire partie de la famille, après tout ce qu'il m'avait fait. Je me suis levé, j'ai marché vers lui et j'ai dit, calmement mais fermement, ne comptez pas sur moi. Vous m'avez mis à la porte, maintenant débrouillez-vous. Il est resté silencieux, le visage rouge, puis il est parti sans un mot. Quand il a fermé la porte, mes mains tremblaient, mais pas de peur, c'était de la fureur, et aussi de la fierté. Pour la première fois, je leur avais dit non, et je le pensais vraiment. Ce soir-là, je suis allé au bar avec Javier, Carla et Miguel. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, et ils m'ont serré dans leurs bras, m'ont tapoté dans le dos et m'ont dit que j'avais bien fait. Ces gens ne te méritent pas, Joël, a dit Carla. Tu vaux mieux qu'eux. Et pour la première fois, je les ai crus. Une semaine après la visite de Felipe, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne voulais pas répondre, mais quelque chose me disait que je devrais. C'était Jimena. Sa voix semblait étrange, comme si elle était nerveuse. « Joël, écoute-moi, s'il te plaît, » a-t-elle dit. « Nous avons des problèmes. Ils ont coupé notre eau aussi, et le propriétaire dit que si nous ne payons pas le loyer cette semaine, il va nous expulser. Nous n'avons nulle part où aller. » Elle a marqué une pause, attendant que je dise quelque chose, mais je suis resté silencieux. « Je sais que tu es en colère, » a-t-elle poursuivi, « mais nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. » La famille. Ce mot m'a fait rire, un rire froid qu'elle a dû entendre au téléphone. La famille, ai-je dit finalement. Vous m'avez mis à la porte, Jimena. Tout le monde a levé la main pour me faire sortir de la maison. Vous m'avez traité d'adopté comme si c'était une malédiction. Je ne suis pas votre famille, et vous n'êtes pas la mienne. Elle s'est mise à parler vite, presque à crier, c'était une erreur. Maman était en colère, nous l'étions tous. Mais nous avons besoin de toi, Joël. Tu as toujours été là pour nous. Cela a fait bouillir mon sang. Oui, j'ai toujours été là, ai-je dit. Je vous ai tout donné, j'ai payé vos factures, vos caprices, vos vies. Et vous m'avez remboursé en m'humiliant. C'est fini,
Jimena. Ne comptez pas sur moi. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mais je ne le regrettais pas. J'ai bloqué le numéro et jeté mon téléphone portable sur le canapé. Ce soir-là, quand Javier est venu à mon appartement avec une pizza, je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Tu as bien fait, mon frère » a-t-il dit en me tapotant l'épaule. « Ces gens t'ont juste utilisé. Maintenant, c'est à ton tour de vivre pour toi-même. » J'ai hoché la tête, et même si je sentais encore un nœud dans l'estomac, je savais qu'il avait raison. Quelques jours plus tard, Diego s'est présenté au magasin. C'était un mardi matin, et j'ai aidé Luis à décharger un réfrigérateur du camion. Diego s'est approché les mains dans les poches, regardant le sol comme s'il ne voulait pas être là. « Joël, on doit parler » a-t-il dit. Je l'ai regardé sans arrêter de travailler et j'ai dit « Parle vite, je suis occupé. » Il s'est gratté la tête, mal à l'aise, et a commencé « Écoute, je sais que les choses ont dégénéré ce soir-là, mais on est mal en point, vraiment mal. Ils nous ont expulsés de la maison hier. On loge dans un motel bon marché, mais l'argent s'épuise. Maman pleure toute la journée, papa ne sait pas quoi faire, on a besoin de ton aide. » Je l'ai dévisagé, laissant le réfrigérateur sur le sol. « Tu es en train de me dire qu'ils vous ont déjà expulsé ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête, le visage rouge. « Oui, on ne pouvait pas payer. Le propriétaire nous a donné jusqu'à lundi, mais on n'avait rien. Maintenant, on est dans une horrible petite chambre, tous les 5 entassés, s'il te plaît, Joël, donne-nous quelque chose pour nous sortir de là. » Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié, presque. Mais ensuite je me suis souvenu comment il s'était moqué de moi au dîner, comment il avait levé la main sans hésiter. « Non, ai-je dit, tout simplement. Vous vous êtes mis dans cette situation pendant des années. Vous m'avez pressé comme un citron, traité comme une ordure, et maintenant que vous n'avez plus mon argent, vous venez en courant. Trouvez des emplois comme je l'ai fait. Débrouillez-vous. » Diego est devenu furieux. « Tu es égoïste » a-t-il crié. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu nous laisses à la rue. » Cela m'a fait rire au nez. « Tout ce que vous avez fait pour moi ? Et quoi, Diego ? Vous moquez de moi ? Me faire sentir comme un étranger ? Sors d'ici avant que je ne te jette dehors moi-même. » Il m'a regardé fixement, les poings serrés, mais il n'a rien dit de plus. Il s'est retourné et est parti, tapant du pied comme un enfant en colère. Ce soir-là, alors que je dînais avec Carla dans mon appartement, je lui ai parlé de Diego. Elle a secoué la tête, coupant un morceau de gâteau qu'elle avait apporté. « Il ne te mérite pas, Joël. Pas le moins du monde. Regarde ce que tu as accompli par toi-même, avec ton entreprise, ta maison, nous. Ils ont eu leur chance, et ils l'ont gâchée. » Ces mots ont résonné en moi. Elle avait raison. J'avais construit quelque chose de bien, et ils avaient tout détruit à cause de leur égoïsme. Quelques semaines se sont écoulées sans nouvelles d'eux. Je pensais qu'ils avaient peut-être abandonné, qu'ils avaient trouvé un moyen de se débrouiller. Mais voilà, un après-midi, alors que j'étais au magasin en train de vérifier les comptes, je les ai vus tous entrer ensemble. Ils avaient tous mauvaise mine. Les cheveux d'Andrea étaient en désordre, ses yeux gonflés comme si elle avait pleuré. Felipe était voûté, sa chemise sale et froissée. Derrière eux venaient Diego, Jimena et Esteban, avec des visages longs et des vêtements qui semblaient ne pas avoir été lavés depuis des jours. Je suis resté immobile derrière le comptoir, les regardant. C'était comme regarder un défilé de fantômes. Andrea a parlé en premier, la voix tremblante, « Joël, mon fils, écoute-nous, s'il te plaît, nous sommes à la rue. Le motel nous a mis à la porte car nous ne pouvions plus payer. Nous avons dormi dans un parc la nuit dernière, dans le froid, sans rien. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons nulle part où aller, tu es tout ce qui nous reste. » Felipe a hoché la tête, me regardant avec des yeux suppliants, « Mon fils, je sais qu'on t'a fait du mal, mais nous avons besoin de toi. Aide-nous, s'il te plaît. » Diego a marmonné quelque chose comme « Je suis désolé. » Jimena s'est mise à pleurer, et Esteban a juste regardé le sol. J'ai regardé les 5, debout là à me demander de les sauver après tout ce qu'ils m'avaient fait, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, rien. Ni colère, ni pitié, ni culpabilité, juste un vide froid. « Vous savez quoi » ai-je dit calmement. « Pendant des années, je vous ai tout donné, j'ai payé pour votre maison, votre nourriture, vos luxes. Vous m'avez humilié,
vous m'avez mis à la porte, et pourtant, vous pensiez pouvoir continuer à m'utiliser. Mais c'est fini. Je ne suis pas votre banque, je ne suis pas votre esclave. Vous avez voté pour me sortir de vos vies, et maintenant je vote pour vous sortir de la mienne. Trouvez des emplois, demandez de l'aide ailleurs, faites ce que vous voulez, mais ne comptez pas sur moi. Andrea s'est mise à crier, tu es un monstre. Après tout ce qu'on t'a donné. Felipe a essayé de la calmer, mais elle a continué, tu vas nous laisser mourir dans la rue. Diego a fait un pas en avant comme s'il voulait se battre, mais Esteban l'a attrapé par le bras. Jimena a pleuré plus fort, et Felipe a juste secoué la tête, vaincu. Allons oui, a-t-il finalement dit, et les 5 ont quitté le magasin, traînant les pieds. Ce fut la dernière fois que je les ai vus. J'ai appris par un voisin des semaines plus tard ce qui leur était arrivé. Ils n'ont pas trouvé d'emploi décent. Felipe s'est mis à nettoyer des voitures dans la rue pour quelques pièces. Andrea lavait du linge pour d'autres maisons. Diego et Esteban ramassaient de la ferraille pour la vendre, et Jimena travaillait dans un magasin pour un salaire misérable. Finalement, ils ont loué une petite pièce sale en périphérie, tous les 5 vivant entassés, survivant à peine. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant cela, mais je n'ai pas non plus ressenti de tristesse. Ils l'avaient bien cherché. Pendant ce temps, ma vie a continué de s'épanouir. L'entreprise est devenue la plus connue du quartier. J'ai embauché une autre employée, une fille nommée Sofia qui était douée avec les chiffres et qui m'aidait à tenir les comptes. J'ai acheté une camionnette pour les livraisons, et j'ai même commencé à économiser pour un plus grand magasin. Mes amis étaient toujours avec moi, et avec le temps, ils sont devenus plus que des amis, ils étaient ma famille. Nous avons fêté mon anniversaire ensemble, le premier depuis des années que je ne passais pas seul avec ces gens qui me méprisaient. Javier a apporté un gâteau, Carla a décoré mon appartement avec des ballons, Miguel a mis de la musique. Nous avons dansé, nous avons ri, et pour la première fois, je me suis senti vraiment chez moi. Cela fait des mois que ce dîner de Thanksgiving a eu lieu, et je repense à tout cela avec un mélange de fierté et de paix. J'ai cessé d'être l'adopté qui mendiait de l'affection. J'ai trouvé des gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Mon entreprise est à moi, ma vie est à moi. Et eux, eh bien, ils paient le prix de leur choix. Parfois, je pense à ce que mon père a dit ce soir-là, tu ferais mieux de prendre tes affaires et de partir, Juan Joel? Et je souris, car je suis parti, oui, mais mon argent les a quittés aussi.